Une après-midi de novembre 1992, une excavatrice s'arrêta au milieu d'une œuvre d'agrandissement de route à la périphérie de San Diego, en Californie. La machine venait de dégager du sol un os bien trop grand, bien trop blanc, bien trop étrange pour être simplement un autre morceau de débris. Le département des transports de l'État exigeait qu'un paléontologue soit de service durant ce type d'œuvre, précisément pour des cas comme celui-ci. Et ce fut exactement ce professionnel, appelé en hâte jusqu'au bord de la route, qui comprit en premier que ce trou cachait quelque chose qu'aucune œuvre ne devrait simplement recouvrir de terre à nouveau. Il n'y avait rien de cinématographique dans la scène, aucune caméra, aucune expédition planifiée, aucun chercheur en quête de reconnaissance. Seulement une œuvre publique ordinaire, un délai à respecter, et un professionnel dont la seule tâche était de garantir qu'aucun fossile pertinent ne soit détruit sans être enregistré. Il n'avait aucune idée que ce trou au bord de l'asphalte gardait une question qui, plus de 2 décennies après, placerait une partie de la communauté scientifique américaine en collision directe les uns avec les autres. Parce que si la datation de cet os est correcte, elle oblige à réécrire le moment où l'être humain, ou quelque chose de très semblable à lui, a marché pour la première fois sur le continent américain. Et elle repousse cette date en arrière de plus de 100 000 ans. Ce n'est pas une phrase d'effet. C'est littéralement ce qu'une équipe de scientifiques d'institutions respectables a affirmé avec nom, prénom et une recherche publiée dans l'une des revues scientifiques les plus rigoureuses du monde. Et c'est exactement pour cela que, presque une décennie après la publication, le site appelé Mastodonte Cerruti continue d'être l'un des thèmes les plus débattus et les plus inconfortables de toute l'archéologie américaine. Pour comprendre pourquoi une poignée d'os et de pierres parvient à générer tant de malaise, il faut d'abord comprendre ce que l'archéologie considérait comme pratiquement résolu jusqu'à peu de temps auparavant. Pendant des décennies, le consensus fut simple et raisonnablement stable. L'être humain moderne arriva aux Amériques en provenance d'Asie, traversant l'ancien pont de terre qui reliait la Sibérie à l'Alaska durant la dernière ère glaciaire, le soi-disant Beringia. Avec le recul graduel des glaciers, un corridor libre de glace se serait ouvert, permettant à ces groupes d'avancer vers le sud du continent. Cette migration laissa derrière elle un type spécifique de pointe de lance écaillée en pierre associée à la culture Clovis, qui pendant longtemps fut traitée comme le certificat de naissance de la présence humaine aux Amériques, daté d'approximativement 13 000 ans auparavant. Ce modèle, que de nombreux chercheurs appellent Clovis en premier, régna comme consensus durant une grande partie du XXe siècle. Et, en théorie, il fonctionnait bien. Une date d'arrivée, une route d'arrivée, une culture matérielle marquant le commencement de tout. Il fait sens que l'archéologie voulut ce type de clarté. Le peuplement des Amériques est considéré comme l'un des derniers grands chapitres de l'expansion de notre espèce sur la planète, le moment où l'être humain occupa finalement le dernier continent habitable qui lui manquait. Avoir une date ronde pour ce chapitre final avait un attrait presque narratif. Le problème est qu'au cours des dernières décennies, ce modèle était déjà en train d'être repoussé, un site à la fois. La découverte de Monteverde, au Chili, aida à prouver une présence humaine d'approximativement 14 500 ans auparavant. 1500 ans avant ce que la culture Clovis permettait, et du mauvais côté du continent pour une migration qui aurait dû commencer par le nord. Ce fut suffisant pour ébranler le modèle, mais non pour le détruire. Après tout, 1500 ans s'inscrivent encore dans une marge d'erreur raisonnable pour un événement migratoire entier. Le site Cerruti ne demande pas une marge d'erreur raisonnable. Il demande d'accepter une date de plus de 100 000 ans en dehors de n'importe quoi de sérieusement discuté jusqu'à présent. Revenons à ce trou au bord de la route. Le nom du paléontologue qui identifia les premiers os était Richard Cerruti, et c'est en son honneur que le site reçut ce nom. Aux côtés d'une équipe du Musée d'histoire naturelle de San Diego, Cerruti passa les 5 mois suivants excavant soigneusement ce bout de terre, rescapant au pinceau et à la spatule ce qu'une œuvre routière aurait normalement détruit en minutes,
sans que personne ne sache jamais ce qui y avait existé. Il convient d'imaginer la scène un instant. 6 voies de route planifiées pour passer exactement sur ce point. Un trafic lourd projeté pour rouler, jour après jour, sur une couche de sédiments qui gardait. Si l'interprétation de l'équipe est correcte, l'enregistrement d'un événement survenu 130 000 ans avant n'importe quelle route, n'importe quelle ville, n'importe quel nom propre dans l'histoire humaine des Amériques. Ce qui émergea du sol était assez étrange pour ne jamais plus quitter l'esprit de quiconque travaillait sur ce chantier. Des os de mastodontes, un parent éteint et plus robuste des éléphants actuels qui erraient dans une Californie bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Plus froide, plus humide, partagée avec des loups géants, des tigres à dents de sabre et d'autres animaux qui disparaîtraient à la fin de l'ère glaciaire. Ces os étaient là cassés d'une manière très spécifique, des fractures en spirale, du type qui se produit uniquement lorsque l'os est encore frais, encore plein de collagène, encore vert, comme disent les spécialistes. Un os déjà fossilisé ou desséché par le temps ne se casse tout simplement pas de cette façon. Il fissure, il s'éclate. Il ne se tord pas en spirale comme de la pâte fraîche étant torsadée. Les animaux de ce gabarit pouvaient peser l'équivalent d'un éléphant d'Afrique adulte, plusieurs tonnes de muscles et d'os, et dépendaient de grandes zones de pâturage et d'eau douce pour survivre. Mourir près d'un ancien cours d'eau, comme cela semble avoir été le cas ici, n'était pas inhabituel pour l'espèce. Ce qui est inhabituel, c'est tout ce qui s'est passé avec cette carcasse spécifique après la mort. À côté des os, 5 pierres de belle taille, avec des marques d'usure et d'impact qui se distinguaient du sédiment fin les entourant, comme si elles n'appartenaient pas naturellement à ce lieu. Et, peut-être le détail le plus étrange de tous, l'une des défenses du mastodonte fut trouvée enfoncée verticalement dans la terre. Non couchée, non éparpillée par le processus naturel de décomposition, mais debout, presque comme si elle avait été plantée là intentionnellement. Pour l'équipe qui analysa le matériel, cela portait la marque déposée d'un traitement intentionnel. L'hypothèse, quelqu'un ou quelque chose utilisa ces pierres comme marteau et comme enclume, frappant les os encore frais de l'animal pour accéder à la moelle à l'intérieur. Une source précieuse de graisse et de nutriments pour n'importe quel prédateur ou charognard capable de manier des outils. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange de l'histoire. La partie la plus étrange est le temps qu'il a fallu avant que quelqu'un prenne cette hypothèse au sérieux. La première tentative de datation du site, encore au début des années 1990, utilisa une technique basée sur une couche de roches sédimentaires appelée caliche. Le résultat qui revint du laboratoire fut d'approximativement 190 000 ans. Un nombre si extrême que l'équipe elle-même hésita à le divulguer avec confiance. Durant presque 2 décennies, le site Cerruti fut classé comme note de bas de page, aux côtés de tant d'autres sites américains considérés comme trop vieux pour rouvrir un débat sérieux sur la chronologie officielle. La situation ne changea qu'entre 2012 et 2015, lorsque le géologue James Paces, du Service géologique des États-Unis, appliqua une technique bien plus avancée et fiable, la datation par uranium-thorium. Sans entrer dans trop de détails techniques, le principe ressemble à celui d'une horloge géologique. Certains éléments radioactifs présents dans l'os se transforment en d'autres éléments à une vitesse constante et connue, et mesurer cette transformation permet de calculer depuis combien de temps cet os est enterré. Paces testa presque 100 sous-échantillons différents retirés des os du mastodonte. Le résultat, cette fois, fut plus conservateur que le premier, mais toujours extraordinaire. Les sédiments entourant les os et les pierres avaient approximativement 130 700 ans, avec une marge d'erreur d'environ 9 400 ans en plus ou en moins. C'est ce nombre qui, en 2017, arriva aux pages de la revue Nature, signée par une équipe multidisciplinaire dirigée par le paléontologue Thomas Deméré et par les chercheurs Stephen et Kathleen Holland. Du jour au lendemain, un site paléontologique pratiquement oublié devint manchette dans des véhicules comme National Geographic, Scientific American
et BBC, et l'une des publications les plus controverses de la décennie dans tout le domaine de l'archéologie américaine. Les manchettes ne ménagèrent pas les adjectifs. Des êtres humains en Californie il y a 130 000 ans? Regardez les faits, affirma National Geographic. Dans d'autres véhicules, la nouvelle fut résumée comme une découverte capable de réécrire 100 000 ans d'histoire humaine sur le continent. Pendant quelques jours, le site Cerruti partagea l'espace avec les principales nouvelles de sciences de la planète, un phénomène rare pour un article de paléontologie. Et, comme cela a l'habitude de se produire dans ces cas, l'euphorie de la couverture populaire avança d'un pas devant la prudence caractéristique de la communauté scientifique elle-même, qui accepte rarement une allégation de cette magnitude sans un scrutin impitoyable. Il vaut de rappeler que ce ne serait pas la première fois qu'une date impossible finirait par être acceptée après des années de résistance. Monteverde lui-même, mentionné il y a peu, fut reçu avec le même scepticisme lorsque proposé pour la première fois, et il fallut presque 20 ans avant d'être largement accepté par la communauté scientifique après une inspection in situ qui réunit, sur le site lui-même, jusqu'aux critiques les plus renommés du modèle Clovis en premier. La question qui reste en suspens est si le site Cerruti suivra le même chemin, ou s'il restera pour toujours du mauvais côté de la ligne entre hypothèse audacieuse et preuve acceptée. Pour comprendre pourquoi cela importe vraiment, nous devons regarder un détail presque toujours oublié dans n'importe quel reportage sur le sujet. 130 000 ans auparavant, l'Homo sapiens lui-même, nous, notre espèce, n'avait pas encore quitté le continent africain, selon ce que la preuve génétique et fossile soutient jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, même les auteurs de l'étude originale n'ont jamais affirmé que le site Cerruti prouve la présence d'êtres humains modernes en Amérique. Ils sont explicites en évitant ce mot. Au lieu de cela, ils parlent d'une espèce encore non identifiée du genre Homo, un parent lointain, peut-être un Homo erectus, peut-être une lignée que la science n'a même pas encore cataloguée. Et ce choix de mots n'est pas modestie académique. C'est la seule façon logiquement possible d'insérer la date proposée dans ce qui est déjà su sur l'évolution humaine. La réaction de la communauté scientifique fut immédiate et profondément divisée. Pour les auteurs de l'étude, la logique suivait un raisonnement direct. Les fractures en spirale, les marques d'impact sur les pierres, la distribution des fragments osseux autour des roches plus grandes, tout cela, additionné, pointait vers un traitement intentionnel. Pour tester leur propre hypothèse, le chercheur Stephen Hollen en arriva même à casser lui-même des os d'éléphants fraîchement morts en utilisant des pierres comme marteau, comparant les motifs de fractures résultant avec ceux du mastodonte de San Diego. Les ressemblances, selon l'équipe, étaient trop cohérentes pour être une coïncidence. Mais le problème est que cette explication laisse une question ouverte. Et un groupe expressif d'archéologues ne tarda pas à la pointer. Quelques mois après la publication, un article de réponse signé par plusieurs chercheurs de poids, intitulé « Sans détour », y avait-il des homininés en Californie il y a 130 000 ans, mit en avant l'argument le plus inconfortable de tous. Sur l'ensemble du site, aucun outil de pierre écaillée ne fut trouvé, du type qui normalement définit, sans marge de manœuvre, la présence d'activité humaine sur un site archéologique. Aucun os dominé ne fut trouvé non plus, pas un seul fragment. Tout ce qui existe, ce sont des pierres qui peuvent avoir été utilisées comme outils, ou qui peuvent être simplement des pierres. Il vaut de noter une nuance importante, cependant. L'absence d'os humains, isolément, n'est pas aussi condamnatrice qu'elle le paraît à première vue. Plusieurs sites déjà acceptés par l'archéologie comme preuve solide d'occupation humaine ancienne ne contiennent également aucun os humain. L'activité est déduite par les outils et les marques laissées, non par les restes du groupe lui-même. Le problème réel du site Cerruti n'est pas cette absence isolée. C'est la combinaison de celle-ci avec l'absence d'outils de pierre écaillés, le type de preuve qui, normalement,
compenserait le manque de restes physiques. Cette exigence d'une preuve plus rigoureuse n'est pas une querelle académique. L'archéologie a un historique de datation révolutionnaire qui, des décennies après, ont dû être corrigés ou abandonnés, et le domaine a appris de la manière la plus difficile qu'une date isolée, aussi bien calculée soit-elle, est rarement suffisante pour réécrire un consensus construit à partir de centaines d'autres sites. C'est pourquoi le standard de preuve pour une allégation comme celle du site Cerruti est intentionnellement plus élevé que pour une découverte commune. Une date extraordinaire ne suffit pas, il faut un contexte tout aussi solide autour d'elle. Et il existe encore une explication alternative, inconfortable pour les deux côtés de la discussion. Le site fut découvert durant une œuvre lourde de terrassement, avec des machines passant exactement sur la couche où les os étaient enterrés. Serait-il possible que la machinerie de la construction elle-même ait causé, des décennies avant que n'importe quel paléontologue ne réalise ce qui était enterré là-dessous, les mêmes fractures et marques d'impact aujourd'hui interprétées comme un signe de traitement humain? D'autres critiques pointent vers des processus entièrement naturels. Piétinement par d'autres grands animaux de l'ère glaciaire, compactage du sédiment au cours de dizaines de milliers d'années, ou même géofactes, des pierres qui, par simple hasard géologique, présentent des marques d'usure ressemblant à celles d'outils, sans jamais avoir été touchées par une main quelconque. La revue Nature elle-même, qui publia l'étude originale, publia moins d'un an après une nouvelle série de contestations formelles signées par d'autres chercheurs. Un mouvement rare, réservé normalement aux allégations qui divisent profondément la communauté scientifique. Et c'est ici que le mystère devient plus inconfortable. Ce qui est connu avec certitude est qu'aucune des deux explications, l'intentionnelle et la naturelle, rend compte, seule, de chaque détail du site. Les défenseurs de l'hypothèse humaine ne peuvent pas expliquer totalement l'absence d'outils de pierre écaillés. Les sceptiques ne peuvent pas expliquer totalement pourquoi les marques d'utilisation apparaissent justement au point où la physique d'un coup de marteau aurait du sens, et non distribuée de manière aléatoire, comme on s'y attendrait d'un dommage purement accidentel. Face à cette impasse, deux lectures différentes émergent. Et il vaut de bien les séparer l'une de l'autre, sans mélanger le fait et la spéculation. Une hypothèse plus conservatrice soutient que nous sommes face à un cas de géofacte, des pierres qui, par coïncidence géologique, présentent des marques ressemblant à celles d'outils humains, combinées à des os fracturés par des processus naturels ou par le mouvement même des machines lourdes durant l'œuvre de 1992. Dans cette lecture, nul besoin d'aucun nominé sur le lieu il y a 130 000 ans. Seulement une superposition statistiquement rare, mais plausible, de coïncidences. Cette lecture gagne en force en se rappelant que le processus d'excavation lui-même, des décennies auparavant, impliquait du machinerie lourd, agissant bien près de la couche où les os furent trouvés, et que les sédiments comprimés au cours de 130 000 ans, sous le poids de couches géologiques successives, peuvent produire des fractures qui, à première vue, imitent le résultat d'un coup de marteau. Une hypothèse plus intrigante, et encore plus difficile à tester, suggère que, si les marques sont réellement le résultat d'un traitement intentionnel, le groupe responsable ne serait pas humain au sens que nous donnons au mot aujourd'hui. Ce serait une espèce encore sans nom arrivant au continent américain par une route complètement différente de la traversée de Beringia qu'aucune datation ne soutient pour une époque si lointaine. Cela impliquerait au minimum une capacité de déplacement, peut-être même de traversée par eau, bien plus grande que celle que nous avons l'habitude d'attribuer à des homininés si anciens. Cela semble étrange à première vue, mais il existe un précédent. D'autres espèces d'homininés, comme l'Homo erectus, sont déjà associées à des traversées marines rudimentaires bien avant ce qu'on s'attendait, y compris en Asie du Sud-Est. L'idée que des groupes anciens aient occasionnellement traversé de l'eau, de manière accidentelle ou non, n'est plus aussi implausible qu'elle l'était il y a quelques décennies. Cette hypothèse ne prouve rien par elle-même.
Mais elle soulève une question qui va bien au-delà d'un seul site en Californie. Parce que le site Cerruti n'est pas, isolément, le seul cas du type. D'autres chercheurs citent des propositions similaires en points distants de la planète. Des outils de pierre trouvés sur l'île de Crète, sur un site appelé Moklos, avec une datation proche de 130 000 ans qui, si confirmée, exigerait que des homininés aient traversé un bras de mer pour atteindre l'île. Et, dans le sud de l'Espagne, certains sites suggèrent une présence d'homininés entre 900 000 et plus d'1 million d'années auparavant, ce qui impliquerait une traversée du détroit de Gibraltar bien avant ce que n'importe quel modèle traditionnel considère comme possible. Aucune de ces propositions, isolément, n'est acceptée sans débat. Bien au contraire, chacune d'elles fait face au même type de scepticisme que le site Cerruti fait face aujourd'hui. Mais ensemble, elles dessinent un motif possible, celui que la capacité des homininés anciens à traverser des barrières d'eau et de distance peut avoir été, en certains moments de la préhistoire, plus grande que l'archéologie le reconnaît traditionnellement. Il existe encore une troisième couche dans cette discussion, venant d'un endroit différent du débat strictement académique. Des chercheuses autochtones, comme l'archéologue canadienne Paulette Steeves, défendent depuis des années que les sites comme le Cerruti ne doivent pas être traités comme des exceptions isolées, mais comme partie d'un motif plus grand. Un motif que les traditions orales de diverses populations originaires des Amériques décrivaient déjà depuis des générations, bien avant n'importe quelle datation par uranium-thorium. Steeves a réuni, dans un travail étendu, des centaines de sites dispersés sur le continent, qui, selon elle, suggèrent une présence humaine antérieure à 100 000 ans, et elle argue qu'une partie de la résistance académique à ces dates vient moins de la qualité de la preuve et plus de présupposés hérités de modèles coloniaux de recherche. Il ne s'agit pas de rejeter la rigueur méthodologique. Steeves elle-même défend que ces propositions ont aussi besoin de résister au scrutin. Il s'agit de reconnaître que le mètre utilisé pour valider une date peut, lui-même, porter des biais qui valent de la peine d'examiner. Cette discussion importe au-delà des cercles académiques. Définir quand l'être humain arriva aux Amériques n'est pas seulement une curiosité chronologique. Cela façonne comment nous comprenons la capacité d'adaptation de nos ancêtres, comment nous traitons les traditions orales qui décrivaient une présence bien plus ancienne que les registres écrits, et même comment se priorisent les futures excavations. Un site comme le Cerruti, même sans résoudre définitivement quoi que ce soit, a déjà rempli une fonction réelle. Il a obligé la communauté scientifique à rouvrir une question que nombreux considéraient fermée. Mais il existe un détail qui rend cette histoire encore plus difficile à simplement rejeter comme coïncidence. En 2020, une nouvelle analyse du matériel du site Cerruti apporta un fait qui passa presque inaperçu en dehors des cercles académiques. En utilisant la microscopie optique et une technique appelée spectroscopie Raman, une équipe de chercheurs réexamina les pierres interprétées comme des enclumes et trouva des résidus microscopiques d'os spécifiquement sur la face supérieure de deux d'elles, non distribués sur toute la surface de la pierre, comme on s'y attendrait d'un contact passif et aléatoire maintenu au cours de dizaines de milliers d'années, seulement sur la face du haut. Exactement où il serait si quelqu'un ou quelque chose avait reposé un os sur la pierre pour le frapper par le haut, répétées fois, avec une autre pierre à la main. C'est ce type de détail qui garde l'affaire vivante, même quand il semble plus facile de simplement l'archiver. Ce n'est pas une preuve définitive. Les auteurs de la nouvelle étude eux-mêmes reconnaissent qu'il manque une pièce importante. Aucun collagène n'a été identifié avec sécurité dans ces résidus, quelque chose qu'on s'attendrait normalement à trouver si le contact entre os et pierre était récent en termes géologiques. Mais c'est exactement le type d'achèvement qui empêche n'importe lequel des deux côtés de terminer la discussion définitivement. À un certain moment, le Musée d'histoire naturelle de San Diego,
en arriva même à ouvrir une exposition dédiée au site Cheruti, avec des répliques des os, des pierres et une reconstitution du moment de la découverte. Un détail qui montre comment le musée lui-même traita l'affaire, non pas comme une vérité fermée, mais comme une invitation pour le visiteur d'évaluer la preuve par lui-même. Passé presque 10 ans depuis la publication originale, le site du mastodonte Cheruti continue exactement où il a toujours été, dans une zone grise entre la possibilité et la preuve. Même les chercheurs derrière la découverte reconnaissent les limites de ce qu'ils ont trouvé. Un site unique, aussi soigneusement documenté soit-il, n'est pas suffisant pour réécrire seul un chapitre entier de l'histoire humaine. Mais c'est suffisant pour maintenir la question ouverte et pour rappeler pourquoi la science a besoin de temps en temps de revisiter ce qu'elle considérait comme pratiquement résolu. Ce n'est pas une fin satisfaisante au sens traditionnel. Il n'y a pas de verdict, il n'y a pas de réponse fermée à emporter. Mais peut-être que ce malaise est, lui-même, la donnée la plus honnête que ce site ait à offrir. Ce type de contradiction entre ce que la preuve suggère et ce que la chronologie officielle permet n'est pas l'exclusivité de l'archéologie américaine. Elle apparaît avec un autre vêtement dans plusieurs des structures anciennes que nous avons déjà explorées ici sur cette chaîne. Des constructions qui semblent techniquement trop avancées ou simplement trop anciennes pour l'époque où la version la plus acceptée de l'histoire dit qu'elles auraient dû être érigées. C'est presque toujours le même motif se répétant, un petit détail presque ignoré qui refuse de s'adapter parfaitement à l'explication la plus confortable. Et si le site Cheruti représente le côté le plus controversé de cette discussion sur quand l'être humain arriva vraiment aux Amériques, il existe un autre chapitre de cette même histoire qui a emprunté le chemin opposé. Il a commencé sous le même soupçon, fut contesté avec la même intensité, et au final a résisté à tous les tests qui lui ont été appliqués. Nous parlons des empreintes fossilisées trouvées au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique, également datées de manière initialement controverse, également remises en question point par la communauté scientifique, principalement en raison de la méthode utilisée pour calculer leur âge, des graines d'une plante aquatique dont la datation par radiocarbone souleva des doutes sur les possibles distorsions causées par l'eau. La différence est que, cette fois, une séquence d'examens indépendants, effectuée par des équipes différentes et avec des méthodes différentes, confirma la date proposée. Des empreintes humaines, sans équivoque, bien avant ce que le modèle Clovis en premier n'a jamais permis. Et c'est une histoire qui vaut la peine de raconter en détail dans la prochaine vidéo de cette chaîne.